Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va être un peu posé en fait. On va revenir sur les tubes des années 2000 et leur origine en fait. L'origine, d'où ça vient, comment ça s'est passé, sur pas mal de chansons assez différentes. J'avais envie de faire ça avec vous, c'est-à-dire que c'est une rubrique que je faisais souvent sur Instagram. D'ailleurs ceux qui me suivent sur Instagram, suivez-moi. Et je fais ça aussi parce que j'ai vu sur certains commentaires dans le streaming, notamment un commentaire, quelqu'un disait ouais, mais en fait les seuls bons albums de R&B c'est Usher, Confession et Ready the Threesome. And I was like... Je sais qu'en France, c'est une idée hyper répandue, c'est-à-dire que les Français ont ce petit dédain du R&B, on ne sait pas comment le rhythm and blues, la soul, la musique black, les negro spiritual, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette culture-là en France, on ne sait pas à quel point c'est formidable. Et donc là, dans cette vidéo, je voulais faire un petit pas vers ça, c'est-à-dire qu'on va y aller, mais on va y aller doucement en fait, c'est-à-dire qu'on va revenir sur les tubes des années 2000 et voir comment ça s'est passé, d'où ils sont venus, comment ils ont été samplés. Du coup, ça va nous permettre de voir d'autres grands artistes qui ont des histoires aussi formidables que j'aurai peut-être l'occasion de vous raconter dans d'autres vidéos. Bref, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. On va commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et c'est le début quoi. Avant de commencer cette vidéo, je veux d'abord que vous reteniez bien quelque chose. Là, on va parler de sampling. Le sampling, c'est-à-dire que vous prenez un échantillon d'une chanson comme ça. Et vous l'insérez dans votre chanson comme ça. Mais vous demandez s'il te plaît, non, est-ce que je peux, oui, la personne te dit ok, il n'y a pas de souci, tu peux prendre ma chose. Ça, c'est le sampling. Donc les artistes dont je vais parler là actuellement ont fait du sampling, c'est-à-dire qu'ils ont fait la demande, on leur a dit oui, et du coup ils se sont inscrits dans une espèce de filiation en fait, et qui est pour moi très important dans la musique noire. C'est-à-dire que si vous prenez la musique noire simplement à partir de 2001, vous pensez que ça a commencé à 90, c'est beaucoup plus long parce que la musique noire, même le R&B dont on parle, c'est même politique en fait. Mais j'en parlerai au fil des vidéos et vous allez mieux le comprendre. Donc là, je veux vraiment que vous reteniez une chose, c'est quoi? Le sampling, c'est que tu viens, tu dis que s'il te plaît, la mélodie que tu as fait là, je n'en peux plus de cette mélodie, est-ce que je peux avoir un bout? La personne te dit que oui, tu peux, parce que même, ouais, grand seigneur, la personne te dit ok. Donc c'est ce que la plupart des artistes dans cette vidéo ont fait. Le jour où on parlera de vol, c'est-à-dire que tu n'as pas demandé et donc la personne derrière était fâchée. Donc ce sont deux choses différentes. Je veux vraiment que vous fassiez la distinction entre les deux choses. Là on parle notamment de sample et donc ces artistes ont demandé la permission. Et on va commencer avec cette chanson-ci. Oh les abdos, la tête j'allais nous tuer seulement. C'est-à-dire que même moi quand je vais à la salle, souvent je fais comme ça là, tchac, tchac, pour savoir si j'ai bien travaillé, je fais tchac, tchac. C'est là que tu vois si tu as vraiment travaillé quoi. À l'époque donc, Janet Jackson fait son retour au début de l'année 2001 avec All For You. Elle nous tue avec donc les abdos comme vous avez vu et tout, la choré, tout. Faut bien comprendre que All For You, qui est donc le Happy Album, arrive dans une période assez particulière de la carrière de Janet. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'album de Velvet Rope, qui est considéré comme un classique que beaucoup d'entre vous aiment, avait une réception assez bizarre. Certains Américains sont en train de... Donc maintenant c'est elle la dépression, l'autre c'est les petits garçons. Ces gens nous veulent même quoi? On veut seulement danser, c'est quoi avec leur problème? C'est un peu dans ce climat là que The Velvet Rope est reçu. Donc elle revient avec le Happy Album et la chanson donc est un énorme succès. C'est le dernier gros tube de Janet dans le monde entier. Elle passe 7 semaines en tête des charts aux USA. Et donc la chanson vient d'ailleurs, elle vient de là. We are one, having fun, walking in the glow of love. Et là, vous venez d'écouter The Glow of Love du groupe Change. Le groupe Change, c'est un groupe de pop disco de la fin des années 70 qui, au début des années 80, va recruter un chanteur. Ce monsieur a une voix extraordinaire, mais ils ne savent pas encore qu'il va devenir ce qu'il va devenir. Ce monsieur s'appelle Luther Vandross. Et Luther Vandross est encore le petit choriste qui avait fait des chœurs sur les albums d'Aretha Franklin, de David Bowie. Il est en train de devenir Luther Vandross, mais il ne l'est pas encore. Et il va donc poser sur les chansons, et il va donc poser sur The Glow of Love. La chanson ne va pas marcher, va passer totalement inaperçue. Elle aura un petit accueil critique parce que l'album aura un très bel accueil critique, mais elle va passer totalement inaperçue. Nous sommes en 80, 21 années plus tard. Janet Jackson a donc ressuscité ça sur All For You, qui sera donc le plus gros tube de son album et le dernier très grand tube de Janet Jackson. Mais l'histoire, Janet Jackson et Luther Vandross ne s'arrête pas là. En 93, Janet Jackson et Luther Vandross, ceux qui le savent, Luther Vandross c'est très certainement l'un des meilleurs vocalistes de tous les temps, vont se retrouver. Les deux artistes auront l'occasion de collaborer sur cette chanson-ci. Et je vous conseille d'écouter ce titre parce que Luther Vandross, c'est l'un des meilleurs vocalistes de tous les temps. Luther, c'est Luther, quoi. Et Janet, comme vous le savez, c'est pas une grande voix. En revanche, elle a deux choses. Énorme intelligence vocale et beaucoup de recul sur sa propre voix. Luther, lui, il est incroyable. Il pose comme Luther. Et elle va trouver plein de petites harmonies pour exister. Elle passe tout son temps à trouver les meilleurs moyens d'exister sur la voix de Luther. Ça donne un vrai tandem vocal, en fait. C'est un très beau titre qui est sorti en 93 et qui donc clôt un peu cette histoire entre Luther et Janet qui, en plus, vont avoir une véritable amitié parce que Luther sera l'un des seuls à défendre ouvertement Janet Jackson contre tous les médias lors du fameux
C'est-à-dire que tous les artistes noirs avaient abandonné Janet. Tous étaient là, se cachaient et tout. Mais Luther, qui était malade, qui avait le cancer, était là, all for you queen. Il faisait des interviews pour dire dans les médias que ce n'était pas normal la manière dont elle était traitée, ce qui n'était effectivement pas normal. Et finalement, donc, ça montre bien ce lien entre les deux. Et le lien aussi donc entre Change of Love que vous avez écouté au début et All for You. Bref, c'était donc la première histoire de cette vidéo. On va passer à la deuxième histoire qui concerne ce titre-ci. Alors, on n'a plus besoin de décrire Dilemma. C'est un tube qui a marqué toute une génération. Où que vous soyez, que vous ayez grandi au Ghana, en Belgique, aux États-Unis, à Londres. Sur cette période-là, en 2002, vous avez entendu Dilemma quelque part. Dans certains pays, on disait carrément que c'était l'hymne national tellement la chanson était diffusée. C'est le plus gros tube de Kelly Rowland aux États-Unis. C'est l'un des plus gros tubes de Nelly. Et en plus, ça transmet bien cette liaison que lui voulait faire entre son rap plutôt soft et le R&B baby que incarnait Kelly Rowland. C'est la première fois qu'une chanteuse qui sortait des features en solo avait aussi gros succès et ça va donc vraiment marquer toute une génération. Et donc ce titre, malgré tout, semble, rappelle, revient sur une autre chanson qui était celle-ci. Alors, il sample ce titre de Patti LaBelle. Et ce qui est très drôle, c'est que ce titre est effectivement extrait d'un album de Patti LaBelle qui a plutôt bien marché en 1984. Mais ce n'était pas un gros tube, en fait. C'est une chanson qui est restée dans les Black Charts, qui s'est classée 10e. Là, ce serait comme une espèce de chanson de Monica de nos jours, en fait. C'est-à-dire que c'est un truc qui, pour les gens, passe totalement inaperçu parce que c'est pas un hit qui passe partout. Au début des années 2000, on va reprendre ce refrain. On va le refaire chanter avec Kelly. Et d'ailleurs, on va aussi inviter Maman Patti dans le clip. C'était elle ici. Je me souviens de ça parce que j'avais une camarade de classe à laquelle je disais c'est Patti LaBelle et elle me disait c'est la mère de Kelly Rowland. Je disais mais c'est Patti LaBelle. Bref, on a même failli se battre. Olivia, si tu me vois, je lui ai dit c'est Patti LaBelle. Je connais mon dossier, elle me dit que c'est la mère de Kelly Rowland. Bref, c'est vrai que dans le clip, elle jouait la mère de Kelly Rowland, mais c'était un clin d'œil parce que c'était sa chanson. Et d'ailleurs, le titre a été samplé plusieurs autres fois par les Outkast, par Lloyd. Lloyd l'avait d'ailleurs invité elle-même sur le remix de Lay It Down, c'était ça. En plus, ça lui a fait pas mal de pub parce qu'à l'époque, du coup, son refrain est chanté partout. On la revoit pas mal dans les médias. Et là, Def Soul va la re-signer Patti LaBelle. Vous voyez? Parce qu'on a viré Montel Jordan. Ils ont été capables, ils ont compris que Montel Jordan c'était fini. Et en plein 2004, on signe Patti LaBelle qui va faire 2 albums absolument extraordinaires, notamment A Timeless Journey qui est un très bel album. Bref, voilà, c'est un peu l'histoire de ce titre qui à la fois n'était pas un immense succès quand il est sorti, mais qui a cartonné grâce à Kelly et Nelly. Et qui ensuite a permis aussi à Patti LaBelle de revoir quelque chose au milieu de la fin de sa carrière en fait. Parce qu'elle n'est pas encore morte, Patti, on l'aime toujours. D'ailleurs, elle nous fait toujours beaucoup rire, c'était ça. Il n'y a que Patti LaBelle dans ce monde pour nous faire ce genre de choses quoi. Bref, we love you Mama Patti. Et on va passer à la troisième chanson qui était ça. Hey my baby. Alors, cette troisième chanson, c'est une chanson d'Aaliyah qui est donc sortie en 2002 après sa mort, qui a été exploitée par son label. Faut comprendre qu'en fait, ce titre a été enregistré en réalité en 96. C'est-à-dire qu'il a été enregistré pendant l'enregistrement du fameux album d'Aaliyah. En 96, qu'est-ce qu'Aaliyah a sorti? Je veux voir ça dans les commentaires là. Aaliyah a sorti One in a Million en 96 et donc du coup, c'est à cette période-là que le titre a été enregistré. Il a été produit par Timbaland et Missy Elliott. Sauf que le label trouvait que c'était pas un smash hit, il trouvait qu'ils n'avaient pas à l'exploiter, donc ils l'ont gardé et finalement donc ils l'ont réexploité quand elle est morte parce que bah ça prêtait bien, c'est une chanson un peu romantique. I Care For You va donc se classer 16e aux USA et là, je veux vraiment que vous écoutiez l'autre version parce que c'est carrément une reprise en fait. C'est la même mélodie, c'est quasiment la même prod et on va retourner en 1974 parce que le titre original vient du groupe Newcomers, un groupe de R&B soul et ils l'ont sorti en 1974, c'était ça. I don't know where the... Ce qui est vraiment phénoménal, c'est à quel point c'est moderne en fait, parce que eux, ils ont vraiment pas changé grand chose. C'est-à-dire que Timbaland, je crois que c'est un de ces petits, vous savez, ces petits défauts là. Je suis sur la ligne bleue parce qu'ils ne sont même pas crédités. On est vraiment dans les atomes de la reprise. Il y a que les paroles de Missy qui changent. Écoutez les deux chansons, vous allez le voir. Bref, ça reste deux titres absolument superbes, l'un comme l'autre. Et il y a même des match-ups sur internet si vous voulez, où on mélange la voix d'Aaliyah et on mélange la voix du chanteur de Newcomers. Et ça montre encore à quel point la musique
noir était déjà hyper moderne à cette époque en fait. C'est-à-dire que pour que un titre de 1974 repris exactement pareil puisse cartonner en 2002, ça montre que les gars avaient quoi. Ils avaient dans le bagou, même s'ils n'ont pas cartonné à l'époque, ils en avaient dans le bagou, c'était des vrais. On passe à la 4e chanson, c'était ça. Et là, nous retournons en 2004. Nous retournons en 2004 avec qui? Usher qui vient de mettre à terre la planète R&B, c'est-à-dire que Confession c'était un peu comme le pass Navigo les gars. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, voilà, vous voyez un peu le pass Navigo là, comme voilà, c'était comme ça, c'est-à-dire que tout le monde avait son Confession quelque part, même si c'était le CD gravé, je suis avec Confession, c'était pas possible que quelqu'un n'ait pas Confession, c'était un peu à ce niveau-là qu'on était. Et donc il sort cet album et il sort la réédition. Il y a donc de nouveaux titres, dont un titre qui va servir de single, c'est la nouvelle réunion, c'est-à-dire que Usher, Ludacris et Lil Jon vont faire un titre, mais cette fois-ci un titre plutôt slow. Ça s'appelait Lovers and Friends. C'est le buzz de ouf pour Usher à l'époque. Comme il est partout, il buzz et tout. La chanson n'a même pas besoin de clip en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de clip. 3e place aux USA, les gens écoutent. Nous tous on kiffe Lovers and Friends, c'est groovy, c'est trucs. Mais il y a aussi le petit même truc que Ali a, sauf que là c'est un sample officiel. Le titre semble le titre de Michael Sterling qui est sorti en 1990 et qui d'ailleurs porte le même nom. C'était ça. Michael Sterling est un chanteur de R&B des années 80 qui n'a jamais eu de succès populaire. C'est-à-dire que lui, il a vraiment jamais rien eu, il a jamais rien vendu. Et donc, le fait d'avoir sa chanson être reprise quasiment comme ça par Usher, qui le crédite, et en plus, Jay Khaled l'a repris avec Nicki Minaj et plusieurs autres en 2016, je crois. Mais le fait donc d'avoir en 2005 comme ça sa chanson reprise a été financièrement très bon pour lui, et donc ça montre encore cette espèce de liaison entre le passé et le futur, et donc la continuité de la black music. Parce que là encore, je vous dis, ce n'était pas un tube en fait, c'est pas comme s'il avait repris quelque chose qui avait déjà marché. Ils ont pris quelque chose qui n'était pas connu du grand public, ils l'ont repris de manière un peu très collée, mais malgré tout, ça a fait revivre une chanson qui n'était pas connue. Maintenant, Michael Sterling a fait des concerts grâce à ce titre. Bref, ça a quand même un peu changé sa vie d'artiste indépendant, et c'est pour le mieux quoi. On passe au 5e titre. Et ce titre de Monica qui sort donc en 2003, bien sûr c'est un hit, mais c'est surtout la Bible des femmes trompées. C'est-à-dire qu'il la relance sur la scène parce que, vous savez, en 2001, ça se passait un peu mal. Là, elle se repositionne, c'est Missy qui produit. Mais le clip là, c'est la Bible des femmes trompées. C'est-à-dire que le clip te fait peur. Si tu trompes des fois, le clip là doit te faire peur parce qu'elle voit que le gars la trompe, elle n'est pas énervée. C'est-à-dire qu'elle poursuit le gars dans la nuit. Une amie m'a même raconté que son gars l'a trompé. Elle a trouvé des capotes dans la poche de son gars. C'est-à-dire qu'elle a percé les capotes. Et je lui ai dit, même quand j'ai percé les capotes, elle dit que je fais comme Monica dans le clip. C'est-à-dire que le clip donne des idées un peu diaboliques en fait. Bref, pour vous situer le truc, nous sommes en 2003. Donc Monica revient avec Sogon, qui est le premier extrait de l'album qui est exceptionnel, excellent, After the Storm. Et la chanson va cartonner. Missy à la production, et comme souvent quand Missy produit, on a droit à un sample, et le sample c'était ça. Là, c'est un groupe plutôt connu de la musique soul R&B américaine parce qu'en fait, c'est un groupe qui s'appelle The Whisper. Ils ont reçu pas mal de prix. C'est pas un groupe qui a eu énormément de succès populaire, mais c'est un groupe qui a été souvent reconnu pour ses qualités artistiques. Ils ont pas mal galéré, mais vraiment pas mal galéré avant d'avoir une véritable reconnaissance. Et le titre dont on va parler là fait partie de cette période de galère en fait. Ils sont là signés chez Soul Train parce que Soul Train c'est... Oui, Don Cornelius. Ils sont signés chez Soul Train. Ils font l'album Open Up Your Love. Il n'y a pas le succès. Sauf que Missy va aller chercher une chanson dans cet album Open Up Your Love. Et elle va donc faire le succès de la chanson de Monica quasiment 40 ans plus tard en fait. Si votre copine écoute ça, commencez à avoir peur. Il faut avoir très très peur. Bref, on passe au 6e titre. Non mais là on va pas présenter ce sample en fait, c'est-à-dire que tout le monde le connaît, Big Pun l'a repris, Ariana Grande l'a repris, Thalia l'a repris, c'est hyper connu, dans toutes les soirées on danse dessus et c'est tellement frais ce titre de Brenda Russell. Brenda Russell c'est une chanteuse de R&B soul
qui commence sa carrière dans les années 70, qui va aller jusqu'aux années 80, elle va jamais avoir d'immense succès à part une chanson qui s'appelle If Only for One Night. Mais c'est pas non plus des énormes tubes, elle va jamais avoir ça. Mais elle est hyper reconnue par les artistes R&B soul. Et donc du coup, elle est souvent nommée au Grammy, elle fait souvent des comédies musicales. C'est-à-dire qu'elle est connue du milieu en fait. D'ailleurs, Janet l'a reprise, Mary J. Blige l'a reprise, Babyface l'a reprise. Elle est très souvent reprise, même si on la voit pas beaucoup, elle n'est pas beaucoup dans les médias. Et ce titre est passé totalement inaperçu à sa sortie en fait, c'est-à-dire que c'est son premier album, elle a encore une fois un succès critique, mais la chanson originale A Little Bit of Love, tout le monde s'en fout, jusqu'à ce que Big Pun la relance totalement dans la fin des années 90, et donc quelques mois plus tard, parce qu'elle va être relancée, elle va rééditer son premier album qui est donc considéré comme un classique aujourd'hui, même si c'est pas énormément vendu. Et je vous conseille, mais vraiment d'écouter sa version en fait, parce que c'est grave moderne pour l'époque en fait. C'est sorti en 1979, mais quand vous l'écoutez et que vous écoutez les versions de Ariana Grande et de Big Pun, c'est quasiment la même chose en fait. Et ce qui est vraiment cool donc, c'est qu'on a réussi à ressusciter cette chanson qui était non pas un énorme succès populaire, à lui en faire profiter aussi elle, parce que comme je vous ai dit, son album a été réédité et donc elle a été connue dans notre public. Bref, on passe à la prochaine chanson. Et là, nous avons écouté Stop, Look and Listen to Your Heart, c'est-à-dire que arrête-toi, regarde. Bref, la chanson est vraiment superbe. En fait, la mélodie de la chanson, c'est un truc que nous, on n'a plus là dans la musique actuelle. Mais les mélodies, je te dis, c'est un truc de dingue. Comment ils font pour trouver des accords pareils? Bref, c'est le duo donc entre Diana Ross, la Queen, et Marvin Gaye. Lui, il est Queen, il est roi, il est tout en fait. Donc, c'est les deux qui sont réunis pour un album pour la Motown. Et ce titre qui est donc extrait de cet album-là n'est pas un immense succès populaire à sa sortie. C'est-à-dire que Stop, Look and Listen to Your Heart se classe à la 39e place. C'est pas non plus ouf dans les block charts, les radios noires qui sont donc devenues les radios urbaines aujourd'hui. Mais à l'époque, ce sont encore les radios noires. J'insiste sur ça parce que c'est important de le comprendre. À l'époque, en cette époque-là, quand on parle encore d'eux, ça s'appelle bien les radios noires. Et donc, c'est pas non plus un immense succès dans les radios noires. Et c'est donc petit à petit que la chanson va s'infuser dans la culture populaire et donc devenir cet immense classique qui va donc être repris par un rappeur et une rappeuse. Le Murder Inc, c'était eux. Et donc ils reprennent la petite boucle mélodique, notamment dans le refrain. Ça a donné ce tube que vous connaissez tous. Je sais que certains étaient en mode, je suis le copain, je suis Ja Rule, la meuf c'est Ashanti, on se touche, machin. Bref, je sais que ça a marqué pas mal de gens, même si je trouve que c'est pas un de leurs meilleurs duos. La mélodie du refrain c'est un truc de dingue. Bref, on passe à la 8e chanson, c'est là. Doit-on encore vraiment légitimement présenter cette chanson? Je me pose la question. Plus gros tube des années 2000, c'est la ballade R&B grandiloquente qui balance dans la pop. C'est-à-dire que We Belong Together est hyper intéressante. D'abord, elle est hyper intéressante parce que c'est la chanson qui remet Mariah Carey sur le devant de la scène. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, vous cliquez là, vous allez voir toutes l'épopée. C'était comment Mariah Carey est passée de Cendrillon. Vous savez, comme dans le dessin animé là, dans genre que tu es un peu sale et toi et d'un côté, tout est revenu en fait. Comment elle a fait ce parcours là, c'est à voir dans cette vidéo. Mais surtout, We Belong Together est très intéressante musicalement parce que c'est un espèce de truc mid-tempo R&B classique qui va balancer dans la balade pop grandiloquente, les gars. Très bien construit et surtout très référencé en fait. Parce que là, Mariah Carey fait une petite touche quand elle fait If you think you are lonely now, Bobby Womack is on the radio. Là, elle fait une référence en fait. Une référence à un très grand chanteur de R&B. C'était lui. Et j'aime particulièrement cet esprit-là, c'est-à-dire que sur ce moment précis, elle n'est pas obligée de le sampler en fait. Mais elle le sample, elle prend sa petite mélodie, elle lui fait un clin d'œil en mode « Je suis Queen, mais toi aussi tu es King », c'est-à-dire que je suis fan, donc je te mets dans mes crédits là. Ça, j'aime cet esprit-là, parce qu'elle n'est pas obligée, c'est pas un sample qui est hyper repéré dans la chanson. Le sample principal de We Belong Together vient de Renee Gear. C'est une chanteuse australienne qui a eu beaucoup de succès en Australie et qui est pas très connue dans le monde, mais chez eux, c'est vraiment un phénomène. Elle a eu le Hall of Fame, vraiment très connue, une vie un peu rock'n'roll. Et dans les années 70, quand elle était encore belle, jolie, là, elle a essayé de percer aux États-Unis. Donc, elle a sorti cette chanson qui s'appelle Stare and Whisper, qui n'a pas été un immense tube aux États-Unis parce qu'en fait, vous connaissez comment les Américains sont protecteurs avec leur soul music. En revanche, elle a été classée un peu dans les black charts et ça a marché en Australie en fait. C'était donc ça. La mélodie est imparable. Et même le petit murmure, vous savez, le petit murmure de Mariana, le petit qu'on aime tous dans la chanson originale. Bah en fait, c'est elle, tu vois, c'était ça.
c'est incroyable, comme c'est formidable cette espèce de lien qu'ils ont réussi à faire entre les deux titres. La chanson a cartonné, vous connaissez We Live On Together, elle touche ses royalties, elle est tranquille, elle a donné son autorisation. Et donc ça fait toujours partie de cette historique que je vous explique. Et nous passons à la 9e chanson. Et là, je sais que tout le monde est en train de kiffer parce que je crois que tout le monde est comme moi en fait. Ce titre, ça te donne envie de porter un costard en fait. Tu crois déjà que tu es quelqu'un, tu te commences à te dire qu'attends, dès que tu mets la chanson, même dans la playlist, tu dis attends, je mets ma chemise, mon chemisier, mon petit nez papillon. Même si tu es dans la maison, tu commences à faire les 100 pas là. Excuse me miss. Tu vois, tu commences à te sentir, tu te kiffes. C'est vraiment l'effet que fait cette chanson, qui est donc là la chanson de Jay-Z et de Pharrell Williams, qui sort en single en 2003 et qui va être un succès et qui va se placer à la 8e place des charts aux USA. Mais je dois vous dire la vérité, je n'aime pas cette chanson en fait. Je la trouve potable, je trouve que ça va, c'est cool quoi. C'est mignon. Parce que les gars, la version originale, c'est en 2001 que la version originale sort. Jay-Z raconte que qu'il a écouté à la radio, il en est devenu dingue. C'est le retour de ce monsieur-ci, un des meilleurs chanteurs de tous les temps, c'est lui. Encore notre tonton Luther Vandross. Là, il a été revenu en 2001 donc avec ce titre qui s'appelle Take You Out et qui va donc être un succès pour lui parce qu'elle se classe 26e. Rendez-vous compte, il se classe 26e après 25 ans de carrière quasiment, il se classe 26e dans le Hot 100 américain. Donc il a un tube en fait en 2001 et donc la chanson va tellement plaire à Jay-Z qu'il va la reprendre très rapidement en fait, 2 ans plus tard. Mais ce que je voulais vraiment vous faire remarquer, c'est que la version de Jay-Z et Pharrell, ça va, c'est le truc de Luther Vandross. Tu portes le costard, tu portes les chaussures, tu portes les chaussettes, tu tournes dans la maison en fait. C'est-à-dire que ça te fait te sentir hyper bien. On fait encore un petit extrait, attendez, regardez. Il la chante divinement bien en live, bref c'est exceptionnel comme titre. Je voulais vraiment vous faire kiffer cette chanson. En plus elle est hyper moderne, essayez de la réécouter, vous allez voir que les arrangements et tout, ça sonne comme un titre qui aurait pu sortir moi la vague trap en 2019. C'est à dire que vraiment elle est hyper moderne comme chanson, n'hésitez pas à l'écouter. Et là on va passer à la dernière petite histoire de cette vidéo. Cette dernière petite histoire va nous ramener à l'un des couples les plus iconiques de l'histoire de la black music. Parlons bien sûr de ces deux-ci. Alors là, on va se replacer dans le contexte. Ike et China, l'un des couples les plus iconiques de l'histoire de la black music. Vous savez qu'il ne l'appelle jamais China, il déteste son nom de l'appeler China, il l'appelle Aname. Et on présente à Ike une chanteuse qui s'appelle Linda Lyndall. Et cette chanteuse est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle chante hyper bien, elle a beaucoup de talent. Sauf que il y a un truc qui cloche. Elle adore la soul, elle adore le jazz. Et elle est blanche. C'est un peu compliqué, nous sommes encore en Amérique, pays hyper ségrégationnel. Et donc, Ike prend le risque de se dire, je vais quand même la prendre, je vais quand même la pousser. Et il la met en première partie de ses shows. Au début, bien sûr, les Noirs sont choqués, mais les Noirs acceptent parce que, bon, elle chante bien, c'est que les Noirs, dès que je vois, ça passe quoi. C'est plutôt les Blancs qui vont donc commencer à violenter cette fille. Ils vont violenter Linda, qui va commencer à avoir son petit succès et être une des premières chanteuses blanches à entrer dans les charts noirs. Parce qu'encore une fois, et c'est hyper important, nous sommes en 1968, ça s'appelle encore les Black Charts, les charts pour les noirs. Et donc Linda Lyndall, qui est donc cette passionnée, va entrer dans les charts avec cette chanson-ci. Elle écrit dans ce titre qui s'appelle What a Man, qui entre dans les Black Charts. Elle commence donc à avoir son petit buzz parce qu'en plus, je vous dis bien, elle fait la première partie d'un des groupes hyper connus de l'époque. Donc elle commence à monter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le KKK eux-mêmes vont venir dire à Linda que Linda, on te voit là-bas. Eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont descendre là et la petite va souffrir. Elle va être traumatisée, cette femme en fait. C'est-à-dire que Linda Lyndall va être traumatisée par le Ku Klux Klan. Ils vont la menacer, venir à la fin de ses concerts pour la violenter, la menacer de mort, au point où elle va arrêter la musique. La musique qu'elle voulait faire, sa famille était contre, les gens la violentaient et donc du coup elle n'arrivait pas à s'en sortir dans l'univers de la soul music. Donc finalement elle décide d'arrêter et 25 ans plus tard, les En Vogue et Salt and Pepper vont reprendre la chanson qui va redevenir donc un succès. C'était ça. Quand ces gens-là, ces jeunes filles-là, en plus vont venir frapper à sa porte pour lui dire, parce que c'est elle
qui a écrit le titre vont venir leur dire, bah en fait, on veut reprendre ta chanson. Non seulement elle va leur dire oui, mais ce qui est vraiment génial dans l'histoire, c'est qu'elle va se remettre à chanter. Et c'était ça. Ah, j'ai cru que j'ai eu les larmes alors que je ne savais pas que j'étais en train de pleurer. Bref. Le fait donc d'avoir vu ses filles reprendre sa chanson et donc lui redonner une certaine notoriété va la pousser à refaire des concerts, des salles. Et donc depuis, Linda Lyndall fait pas mal de concerts de salles. Elle est reçue dans plusieurs musées pour la soul music. Donc du coup, sa vie a été complètement relancée par la reprise des En Vogue en fait. Alors pourquoi je vous ai raconté ces petites histoires les unes aux autres? Déjà c'est pour qu'on parle du sample, c'est-à-dire que bien sûr le sample c'est prendre un échantillon et demander la permission. Si je ne demande pas la permission, c'est une Claude François ou une Shakira en fait. C'est-à-dire que c'est entre les deux. Soit tu es entré dans le Claude Françoisisme, soit tu es dans le Shakiratisme. Mais en gros c'est du vol. Là c'est du sampling et très souvent dans l'histoire de la musique black, le sampling est utilisé pour faire une liaison en fait, parce que la musique noire c'est principalement de l'histoire. C'est-à-dire que c'est principalement quelque chose qui se suit. Et c'est pour ça que souvent on dit que le R&B ça prend du temps, la soul ça prend du temps, parce qu'effectivement ce n'est pas simplement des petits trucs pop qu'on met les uns aux autres et qu'on laisse tomber en fait. C'est pas des trucs qu'on met juste là pour pouvoir vendre sur le coup et qui disparaissent. C'est pas censé être ça. C'est censé s'inscrire dans un héritage et c'est donc pour ça que vous verrez qu'il y a toujours un historique en fait. Donny Hathaway, Marvin Gaye, Sam Cooke, R. Kelly, ces grands personnages là ne sont pas simplement des personnages marketing. Ils ont inspiré quelque chose pour l'histoire de la musique noire, certes, mais pour la population afro-américaine elle-même en fait. Alors certes, avec les labels, bien sûr que le R&B est marketé et vous le voyez dans différentes vidéos, mais l'essence même du R&B, quand j'entends quelqu'un me dire que oui, les seuls bons albums de R&B c'est Confession de Usher ou Ready de Trey Songz, ça montre une méconnaissance, mais c'est même pas la personne que j'en veux en fait. Je suis en train d'expliquer que le système fait en sorte que ce ne soit pas connu, mais c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste, beaucoup plus important, parce que effectivement, quand on parle de Black Radio et que je vous dis que c'est politique, c'est effectivement politique. Pendant très longtemps, les Noirs américains n'ont plus s'exprimer que par la musique ou le cinéma. Donc, de fait, toute l'oppression, toute la douleur, toute la peine qu'ils ont subie se retrouvait dans leur musique. De fait, vous retrouvez tous les stigmates de leur histoire dans l'histoire même de leur musique. Mais nous allons voir ça au fil des vidéos. Bien sûr, ça nous fait aussi kiffer d'avoir tous ces tubes, toutes ces chansons qui sont complètement iconiques pour beaucoup. Surtout, je veux que vous voyez bien la modernité du truc. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre eux, nous avons parlé de certains des plus grands musiciens et artistes du siècle en fait. Je ne parle bien de musicalement parce que bien sûr, ils n'auront pas forcément la hyper reconnaissance. Ils ne passent pas sur Skyrock et sur Energy. Je suis d'accord. Mais plein d'entre eux musicalement sont les raisons pour lesquelles vous avez des gens sur Skyrock et sur Energy en fait. Je n'ai rien contre Skyrock ou Energy. J'essaie juste de vous pointer le fait que c'est beaucoup plus vaste. Et surtout, à la fin de cette vidéo, vous avez vu le sampling avait souvent une histoire. C'est-à-dire que tu prenais pas forcément une chanson qui était hyper connue parce que tu tombais dans la facilité en fait. Les autres allaient dire que mais lui là c'est un nulard. Surtout à l'époque de Prince. Vous savez que Prince notait les gens, même Lionel Richie face à Prince. You know, at the heart of the matter though is the music. You know, I am a musician. I don't sample. You know, it's not Memorex. I go on stage and my microphone is on. Tes mélodies là sont nulles. Donc pour être artiste, il fallait souvent prendre des trucs qui sont pas hyper connus, tu apportes ta patte et tout. C'est pas comme aujourd'hui là où, et c'est ce qu'on appelait donc le bad sampling dans la vidéo sur Ariana Grande. C'est-à-dire qu'on prend la mélodie qui est totalement connue de tout le monde, qui passe encore beaucoup en radio, un titre qui est encore beaucoup diffusé, parce qu'il faut pas oublier un truc. Il y a ce qu'on appelle dans les radios les recurrent. Les recurrent, c'est les chansons qui sont vieilles, mais qui passent toujours beaucoup en radio. Et vous allez vous rendre compte que dans les nouveaux samplings là, c'est ce qu'ils font. Ils prennent les recurrent. Les recurrent, notamment dans les radios américaines, c'est des chansons qui passent encore beaucoup. Donc en fait, les titres raga, certains titres que vous allez voir être repris là, c'est les recurrent. On prend la chanson, on prend le sampling et du coup on met de nouveaux lyriques dessus et on passe dans les mailles du filet parce qu'on sait que ça passe encore radio, c'est encore beaucoup écouté dans l'imagerie populaire et donc du coup on va avoir un succès. Les rois de ça c'est DJ Khaled, Nicki Minaj, Jason Derulo maintenant. D'ailleurs Jason Derulo est dans les problèmes à cause de ça. Chris Brown aussi est devenu une des icônes de ce truc là. Mais en fait cette déontologie là, vous voyez que c'est totalement différent de ce sampling où on essaie de ressusciter des morceaux, où on essaie de donner une autre vie, un autre éclairage à des titres qui souvent n'ont pas été des succès, qui souvent ne sont même pas connus du grand public et qui souvent donc sauvent les carrières d'artistes totalement abandonnés comme un peu Linda en fait. Vous voyez que c'est une idée totalement différente de la musique et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui avant donc la fin de cette vidéo. Oui, mais pourquoi on parle de ces vieux artistes là?
Je vous parie une chose, vous allez voir que dans plusieurs vidéos, petit à petit, vous allez vous dire « Ah, mais c'est pour ça en fait. C'est pour ça qu'on parle. Ah oui, c'est pour ça parce que c'est encore plus important et nous approfondirons encore plus leur carrière au fil du temps, de comprendre certaines carrières pour mieux comprendre les carrières d'artistes actuels en fait. Tant qu'on ne comprend pas le système, tant qu'on n'est que sur la façade, on ne peut pas le comprendre en fait. Là, comme on est au fond du système, comme on y arrive petit à petit, on comprendra beaucoup plus facilement la façade. Et vous allez voir avec moi, ça va bien se passer. Pour ceux qui vont se plaindre là en disant oui, les extraits vidéo sont trop courts, soit vous payez YouTube pour qu'on puisse diffuser les extraits 24 heures sur 24, soit vous supportez, parce que moi je suis plus frustré que vous en fait. Moi j'aurais voulu vous montrer mes pas de danse sur Luther Vandross, sur mes abdos sur Janet, j'aurais voulu tout donner là, mais je ne peux malheureusement pas faire ça. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'était un plaisir de la faire pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me donner vos avis, à écouter toutes les chansons là, toutes les samples là, toutes les chansons qui ont été samplées dans les commentaires. Je verrai la liste, écoutez-les, dites ce que vous en pensez, partagez-les à beaucoup de gens, comme ça fait encore agrandir la culture, ça fait connaître encore ces artistes qui pour beaucoup le méritent. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et à très vite pour une nouvelle vidéo.